André Ngoup, directeur général de la SAR. J'écoute Business Mag avec Kalsomba sur e-radio. Guy Kwet, président du Centre africain de veille et d'intelligence économique en abrégé CAVI. J'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Kalsomba. Demba Seydi, coordinateur régional Afrique de l'Ouest francophone de Publier ce que vous payez. J'écoute Business Mag sur la 90.3 avec Kalsomba. Bokassi, directeur général de la BHS et président de la PBF. J'écoute Business Mag sur e-radio avec Kalsomba sur la 90.3. Abdoulaziz Sy, directeur général groupe Subdeco Dakar, vice-président de la Chambre américaine de commerce au Sénégal. J'écoute Business Mag sur la 90.3 e-radio avec Kalsomba. Fatou Morgana Diop, directrice marketing et développement de l'entreprise Carapid Prestige et e-Comfort Sénégal. J'écoute le Business Mag sur e-radio avec Kalsomba. Quel mécanisme pour une bonne gestion et une bonne répartition des futurs revenus issus du pétrole et du gaz au Sénégal? Quels sont les processus et les dispositions à mettre en place pour assurer une exploitation responsable au profit de l'économie nationale? Eliman Adikan, président de Lex-Africa, répondra à toutes ces questions ce samedi dans Business Mag. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique, c'est de 11h10 à midi sur la 90.3 e-radio avec Kalsomba. Merci de choisir la 90.3 e-radio, la radio d'ici. Et d'ailleurs, un réel plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Quel mécanisme pour une bonne gouvernance et une meilleure gestion des futurs revenus issus des ressources pétro-gazières au Sénégal, un thème que nous allons aborder avec Eliman Adikan, président de Lex-Africa. Eliman, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Oumou, je vous salue, je salue vos auditeurs, espérant que vous avez pris un bon petit déjeuner ce matin. Moi je suis une je ne mange pas beaucoup, ça je laisse ça au Cannes. Alors, les découvertes pétro-gazières du Sénégal constituent une opportunité pour transformer structurellement notre économie et d'améliorer significativement les conditions de vie des citoyens à travers la réalisation des objectifs de développement durable. Cependant, l'expérience Eliman a montré que dans plusieurs pays en développement, particulièrement en Afrique, il y a une forte interrelation entre exploitation des ressources pétrolières et la pauvreté, la corruption, les défis socio-économiques et environnementaux, les inégalités et l'instabilité politique. Est-ce qu'à ce jour, Eliman, vous pensez que le Sénégal dispose de tous les mécanismes afin d'assurer une exploitation responsable de nos ressources au profit de l'économie nationale et des populations? Merci Oumou, vous avez bien campé le sujet. Je pense que vous n'avez pas parfaitement raison d'insister sur la transformation structurelle de notre économie, mais également surtout le bien-être des populations. Et malheureusement, ce n'est pas une corrélation qui va souvent, heureusement, de pair dans ce secteur-là, parce que, comme nous le savons, la plupart des grands rapports diagnostiques et études du secteur l'ont montré. Il y a des rapports beaucoup plus progressistes, mais même si on se remet tout simplement au rapport des partenaires traditionnels de nos États, à savoir même la Banque mondiale, le FMI, mais aussi la structure chargée de l'économie des Nations Unies pour l'ECA, et même la Banque africaine de développement ont montré que, en fait, peu de pays disposant de ressources naturelles, surtout pétrolières et gazières, font bénéficier réellement à leur population. Et donc ça, c'est un problème majeur qui existe et qui se justifie par l'environnement international d'organisation de ce secteur, principalement marqué par l'asymétrie qui existe entre les grandes entreprises multinationales qui ont été à l'origine contrôler ce secteur-là et les États. Et surtout les États à revenus faibles comme le Sénégal. Donc à partir de là, on peut s'inquiéter effectivement pour voir comment notre pays, qui est un pays pas suffisamment bien doté économiquement parlant, surtout sur le plan financier, mais en fait qui est un pays également qui a beaucoup de défis à relever par ailleurs, parce que de gouvernance économique, je veux dire, qui doit renforcer beaucoup d'institutions, qui doit renforcer également sa démocratie inclusive pour permettre à ce qu'il y ait large consensus populaire autour de ces questions-là, mais surtout les instruments techniques dont on a besoin
pour mieux exploiter le pétrole et le gaz compte tenu des aspects stratégiques, compte tenu de ce que je viens de dire également qui caractérise le secteur, mais compte tenu également de la nécessité d'être doté de ressources humaines très très qualifiées et pointues sur ce secteur-là, et d'avoir des institutions capables de permettre à l'État de pouvoir faire face à ses engagements contractuels, ne serait-ce que par le contrôle. Le contrôle qui commence par le contrôle douanier d'abord de la production, mais également le contrôle de la commercialisation donc des produits pétroliers et gaziers sur le plan mondial. Et c'est des grands défis auxquels je ne pense pas que nous soyons encore suffisamment préparés pour faire face. Vous venez de parler tout de suite de formation, d'institutions. On sait que le COS-Pétrogaz a été créé depuis 2016. Le Sénégal a adhéré à l'ITIE. Le code pétrolier a été remplacé, le code de 1998 a été remplacé par celui de 2019. Récemment, on a voté au mois de janvier le code gazier parce que comme beaucoup de Sénégalais l'ignorent, le Sénégal est plus un pays gazier que pétrolier. On a installé aussi Petrosen Aval. Est-ce qu'avec toutes ces institutions, avec l'INPG aussi, qui encadre de futurs cadres, de futurs acteurs du secteur, est-ce qu'avec tout cela, vous pensez toujours que le Sénégal n'est pas encore dans les starting blocks pour vraiment assurer une exploitation responsable de nos ressources? Oui, nous constatons tous qu'effectivement, depuis l'annonce des découvertes en 2014, ensuite 2015, il y a eu des décisions, des mesures qui ont été prises par l'État du Sénégal, à commencer par le COS-Pétrogaz pour être dans le domaine de l'orientation stratégique du secteur et également à anticiper sur la nécessité de préparer nos ressources humaines, donc l'INPG, etc. Et également, il y a le code. Mais c'est vrai qu'il y a eu des décisions, des actes qui sont posés. Mais ces actes sont-ils pour autant efficients ou bien sont-ils coordonnés dans une perspective qui est une perspective populaire et qui permet d'avoir ce consensus large dont on a besoin pour pouvoir faire face aux défis de ce secteur-là. Je pense que jusque-là, on a eu une approche plutôt présidentialiste, des décisions qui viennent du président de la République lui-même pour mettre en place des structures et décider donc de la révision des cadres juridiques et institutionnels. Et donc là, on peut se poser beaucoup de questions parce que je pense que ça aurait été mieux de privilégier d'abord le débat technique, mais le débat politique aussi, et large, ouvert, avant de se faire des choix qui sont des choix limpides sur lesquels on s'accorde et on sait que ces choix ont été faits sur la base en fait d'une analyse profonde du secteur et d'une analyse profonde de nos opportunités réelles et de nos capacités réelles et surtout d'une vision claire parce qu'il n'y a pas encore de politique pétrolière ni gazière au Sénégal, même si on a les instruments, alors que ça devrait être l'inverse. Les politiques devraient précéder les instruments parce que c'est elles qui déclinent la vision et les perspectives et les choix, parce que dans ce secteur-là, il y a des options qu'il faut avoir, qui doivent être claires et partagées de tous avant de pouvoir mettre en place les instruments. Si on prend le code pétrolier, c'est vrai qu'on avait un code datant de 1998 d'une période où il fallait attirer les investissements vers nous pour faire de l'exploration. Parce que beaucoup, surtout à l'époque, compte tenu du contexte mondial, donc ceux qui ont les moyens étaient réticents à venir dans un pays où il n'y a pas encore un potentiel visible. Alors maintenant, du moment où il y a des découvertes, alors le potentiel était assez visible. Donc c'est normal. Et nous avions été parmi ceux-là qui l'ont demandé depuis que le code pétrolier soit changé. Et maintenant, il a changé, mais est-ce qu'a-t-il changé véritablement de façon substantielle? Il y a eu des avancées, c'est vrai, qui peuvent permettre à ce que l'État se donne plus de marge, mais pas suffisamment, comme on pouvait l'avoir. Mais également, la grande insuffisance qu'on peut prendre dans ce code-là, c'est justement de ne pas permettre d'élargir davantage l'espace de transparence dans la gouvernance du secteur et de permettre à ce que ce peuple qui maintenant a un droit constitutionnel sur les ressources naturelles puisse véritablement être présent sur toute cette scène de prise de décision, ce qui n'est pas encore le cas. Alors, les décisions sur Petrosen qui a été éclatée, on avait dès le départ demandé également à ce que
quand même les structures soient revues, parce que Petrotel était une entreprise qui faisait presque tout sur toute la chaîne, promotion, qui faisait contrôle, qui était également partie prenante dans le consortium qui doit exploiter les ressources, et ça faisait beaucoup de choses véritablement. Donc Petrosen Aval vient à son heure alors, mais c'est différent, parce que là on a éclaté Petrosen, mais pour autant il reste encore à faire, surtout sur le contrôle du secteur. Et je pense que là, on a besoin d'institutions beaucoup plus indépendantes qui puissent prendre ça en charge, dans lesquelles on intègre justement les représentants du peuple. Mais c'est déjà une bonne chose, je trouve, de spécifier donc des missions, parce qu'on passe déjà à l'aval, donc c'est ça qui va venir, mais on n'est pas encore totalement... Donc, même l'amont, la production n'a pas encore démarré. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une gouvernance participative, inclusive. Et vous savez mieux que moi que désormais le COS-Petrogaz est ouvert à la société civile et à l'opposition. Une bonne chose, n'est-ce pas? Oui, mais le chef de l'État aussi je ne suis pas l'avocat du diable, mais je reviens juste sur les faits. Le chef de l'État a organisé à maintes reprises des concertations autour du pétrole et du gaz à Diamniadio, où tous les acteurs, notamment la société civile, a été conviée. Donc, est-ce que cela c'est une bonne chose? C'est une bonne chose sur le principe. Oui. Qu'est-ce qui vous gêne? Voilà, exactement. On se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous proposez sur la pratique, sur comment on fait tout cela. Voyez-vous, sur le COS-Petrogaz, ça a été annoncé depuis plus de 2 ans maintenant. Mais jusqu'à présent, la société civile n'est pas dans le COS-Petrogaz. Il paraît qu'il y a des lois qui se préparent pour que ça soit finalisé. Ils ont annoncé également l'opposition politique qui devrait être là-bas. Mais je pense que aussi bien sur cet aspect-là que sur les concertations, l'approche n'a pas été la meilleure. C'est-à-dire que des concertations, c'est pas juste appeler les gens un jour pour leur dire voilà ce qu'on va faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous proposez quelle formule en tant que lanceur d'alerte, en tant que membre de la société civile? Alors moi je pense qu'effectivement c'est des concertations beaucoup plus profondes et sérieuses qu'il faut avoir, en identifiant d'abord, pour moi il y a un travail juridique à faire. C'est-à-dire les ressources appartiennent au peuple. C'est-à-dire l'article 25 de la Constitution doit être décliné en termes d'instances qu'il faut mettre en place et de lois qu'il faut mettre en place pour qu'on sente réellement qu'effectivement les composantes du peuple sont véritablement représentées. Et à partir de là, on organise le dialogue. Et ce dialogue-là doit partir de la base. Parce que ce sont les populations qui doivent être bénéficiaires de ces ressources, parce qu'elles les appartiennent. Donc il faut commencer d'abord par discuter avec les populations à la base, en ciblant également les populations qui sont déjà directement impactées par le futur par même déjà les travaux de développement qui se font, mais par les futures exploitations productions qui vont se faire. Mais donc, à partir de là, on peut quand même avoir un débat qui ne soit pas une convocation d'une demi-journée, mais qui soit sérieux en des sujets assez précis, où quelque part on a besoin d'éclairage technique, où il faut avoir les Sénégalais et ceux-là qui sont dans la diaspora, qui ont des compétences et une expérience dans le secteur, pour que les gens puissent communier à tous les niveaux. Parce que vous savez, il y a une chose, on a tendance, et c'est ce qu'on observe dans l'approche gouvernementale, à croire que le secteur du pétrole et du gaz, c'est un secteur exclusif aux pétroliers et aux spécialistes de la gaz. Ce qui est tout à fait faux. Moi, je pense que c'est Mawad Wade qui disait une chose. Il était connu comme étant un grand sportif, mais un grand intellectuel aussi, qui disait qui connaît que le football ne connaît même pas le football. Cela veut dire que aussi qui connaît que le pétrole et le gaz ne connaît même pas le pétrole et le gaz. Parce que la gestion du pétrole et du gaz doit se faire dans une approche holistique. C'est pas seulement un ingénieur qui règle le problème, ni un financier, mais c'est une question d'abord politique. Et les questions politiques doivent être discutées avec l'ensemble des sensibilités possibles et pour y arriver. Pas seulement des forats qu'on organise une fois, 2 fois, où en réalité on ne fait que communiquer un point de vue, et après on dit oui, on prend en compte vos préoccupations, mais on n'a pas eu, parce que moi j'ai participé à certaines de ces rencontres-là sur le code pétrolier, et quand le président avait invité les gens à Abdou Diouf, au centre Abdou Diouf, mais on n'a pas eu de feedback. Il n'y a pas eu de feedback pour dire ce que vous avez dit a été pris en compte, voilà ce que ça donne. Voyez-vous, donc c'est parce qu'il n'y a pas un mécanisme
qui est bien pensé, qui est mis en place, que ce soit un mécanisme de dialogue qui peut nous amener vers un consensus. Alors que ce consensus, il est important et nécessaire, et c'est maintenant qu'il faut le faire, parce qu'on aura besoin de la solidarité nationale. On le souhaite pas, mais au cas où certains risques possibles, mais nous parviennent. Et donc cette solidarité nationale, c'est maintenant qu'il faut la préparer, mais par une démarche beaucoup plus franche, beaucoup plus ouverte avec les peuples, tout simplement. Et cette démarche-là implique tout le monde, notamment vous, les lanceurs d'alerte, les membres de la société civile. Vous êtes membre de Leg Africa, vous êtes membre de Think Tank. Qu'est-ce que vous avez proposé de concret et que vous avez donné à l'autorité vraiment, parce que je pense que la gestion de nos ressources concerne les médias, les populations, nos concitoyens, tout le monde. Qu'est-ce que nous ne sommes pas seulement des lanceurs d'alerte, et nous ne sommes pas également des opposants au régime. Ça, il faut que ça soit clair. Nous sommes des Sénégalais patriotes qui nous engageons pour ce que la gouvernance du secteur puisse surtout bénéficier au peuple. Nous, notre parti pris, c'est ça. C'est-à-dire que ça puisse bénéficier au peuple. Le reste ne nous intéresse pas. Donc, il faut faire de sorte Quels sont les mécanismes que vous utilisez? Alors, donc, c'est d'abord la recherche, la science. Moi, j'ai eu à participer à certaines activités, mais nous avons mené des réflexions et même des études sur certains cas, comme par exemple comment l'État peut maximiser ses revenus dans ce secteur, mais également nous avons participé avec des ONG internationales comme OpenOil à développer des modèles, tu vois, des modèles qui permettent de voir les types de scénarios qui puissent exister dans ce secteur-là, et pour pouvoir donc faire des choix concrets par rapport à ces scénarios. Maintenant, il faut aller au-delà, parce que pour chaque scénario, il faut quand même étudier l'impact pour voir véritablement quel est le meilleur scénario qu'on puisse utiliser pour que les populations puissent bénéficier de cela. Donc récemment, je finis une recherche sur ça, sur surtout le cas de l'asymétrie secteur privé international et État, et également la démocratie inclusive. Et voyez-vous, mais ça c'est des efforts que nous faisons, mais parfois on a même des difficultés, par exemple pour des régions académiques, à pouvoir parler avec nos officiels. Et c'est comme s'ils souhaiteraient s'emmurer, faire leurs choses, et après dire que les autres ne font que parler des choses qu'ils ne connaissent pas, alors que les autres sont enfin dans la matière, investissent, produisent du savoir. Nous travaillons avec des organismes très connus dans le monde. On peut noter NRGI qui fait beaucoup de recherches sur, par exemple, les fonds aussi budgétaires, extra-budgétaires dans le secteur, avec des propositions concrètes. Voyez-vous, donc la société civile a beaucoup à apporter dans la réflexion, parce que justement, elle complète une dimension que certainement nos grands ingénieurs, aussi puissants et experts qu'ils sont, n'ont pas souvent. Voyez-vous, parce que quand on ne sort pas de son propre système, c'est-à-dire de sa zone de confort, on passe à côté des choses essentielles. Et souvent, pour avoir les solutions à des situations aussi, il faut toujours sortir du cadre. Sortir du cadre, c'est aller au-delà donc des aspects purement techniques et donc s'ouvrir aux aspects stratégiques, parce qu'on ne discute pas souvent des aspects stratégiques dans le secteur. On ne discute pas souvent des risques que nous avons de perdre énormément de ressources et de ne pas optimiser les revenus que l'État devrait pouvoir engranger dans ce secteur-là, en comprenant et concrètement les mécanismes par lesquels les entreprises privées multinationales qui ont beaucoup de moyens donc procèdent, par exemple par ce qu'on peut appeler aussi pudiquement donc les stratégies d'optimisation fiscale, ou bien tout simplement d'autres pratiques de prise de transfert abusif, d'autres pratiques de surfacture, etc. Mais ça, la société civile a quand même travaillé sur cela, au-delà de certains travaux et rapports qu'on fait des institutions, même comme l'Union africaine, par exemple, si on parle des flux financiers illicites, où le rapport de Thabo Mbeki a été un rapport déclencheur de tout un mouvement de réflexion sur la session, et on a montré comment nous sommes en train d'être grugés, d'être spoliés, de perdre nos ressources. Et on oublie souvent que ces ressources qui sont des ressources, non renouvelables, du moment où on commence à les exploiter, alors qu'on n'est pas véritablement prêt, on n'a pas mis en place le cadre, les institutions qu'il faut, on risque de les perdre tout simplement, comme c'est le cas très connu mondialement de ce pays de l'Océanie qui s'appelle Nauru, où à un moment donné, ils ont eu des PIB énormes qui sont allés jusqu'à 25 500 $ par personne, mais après, quand les ressources sont finies, ils sont retombés un pays pauvre avec un revenu par habitant de 1 900 $ tout simplement.
Je rappelle que vous êtes bien sur la 90.3 Radio. Vous écoutez Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Iliman Abikan, président de l'Aigle Africa, notre invité. Le thème du jour, quel mécanisme pour une bonne gouvernance et une meilleure gestion de nos futurs revenus issus du pétrole et du gaz. Iliman, une bonne transition pour aborder cette question. Comment créer des liens entre le secteur pétrolier et gazier et le reste de l'économie pour favoriser une diversification de l'économie nationale, d'éviter de tomber dans le syndrome hollandais, c'est-à-dire de faire que du pétrole et du gaz l'épine dorsale de notre économie, d'autant plus qu'on sait que les ressources, les recettes douanières dépassent de loin les revenus attendus du pétrole et du gaz. Absolument. Je pense qu'effectivement, le grand défi à ce niveau, et je pense qu'on a suffisamment d'expérience par le passé, même au niveau des voisins, pour ne pas reproduire ces mêmes erreurs. Alors, donc, c'est pour ça que je reviens sur la nécessité d'avoir une approche holistique du secteur pour dire que ces revenus pétroliers et gaziers que nous attendons avec le démarrage de la production en 2022-2023 doivent déjà être clairement orientés par des politiques économiques claires et précises, voyez-vous, qui tiennent compte surtout de ce qui est plus durable. Parce que ces ressources peuvent être une rente, donc c'est parce qu'il s'agira de partager une plus-value qui sortira de cela. Mais la première chose, c'est d'optimiser, de maximiser les parts de rente de l'État. La deuxième chose, c'est de l'utiliser pour véritablement transformer notre structure économique. Cela veut dire quoi? Permettre à ce que l'option économique que nous avons vers une croissance inclusive, entre guillemets, moi je préfère même une économie du bien-être, c'est-à-dire que la finalité doit être comment faire pour que les Sénégalais soient des gens heureux et qui prospèrent et donc qui ne vont pas vivre certaines précarités comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc cette manne peut être utilisée avec des politiques budgétaires, surtout un effort de planification qu'il faut davantage faire, des politiques budgétaires qui respectent des règles clairement définies, parce que jusque-là, il faut le dire aussi, c'est notre équation. Sur le plan budgétaire, nous n'avons pas de règles souveraines, n'est-ce pas? Parce que les règles sont définies au niveau de l'UEMOA. Alors, donc, il faut revoir la posture du Sénégal avec cette manne pétrolière qui va arriver dans ces cadres-là. Ou bien soit influencer ces règles au niveau de l'UEMOA pour avoir des règles beaucoup plus favorables à nos options politiques, ou bien tout simplement voir comment nous pouvons avoir des règles beaucoup plus souveraines dans ce secteur-là. Mais il faut donc faire des choix qui nous permettent d'utiliser cette rente pour pouvoir booster et renforcer davantage les secteurs économiques les plus viables sur lesquels nous misons le plus. Parce que vous savez, le PSE, on a l'avantage d'avoir fait ce PSE, quelles que soient ses limites, avant le pétrole. Voyez-vous? Ça, je pense que c'est quelque chose de... Ça veut dire que notre État réfléchit sur une politique économique de transformation de la structure économique sans compter sur cette manne pétrolière. Ça peut être quelque chose de bien. Cela veut dire que tout simplement, il faut poursuivre donc la transformation de la structure économique, faire les révisions nécessaires parce qu'on veut quand même avoir une économie plus inclusive où les acteurs économiques locaux ont davantage de place. Je pense que le local content, la loi sur le contenu local est une bonne réponse. Oui, mais attention, cette loi-là, on parle beaucoup de lois ici dans ce pays, mais on risque d'avoir un cadre sans contenu justement. Parce qu'on parle de contenu local. Parce que ce n'est pas seulement le principe édicté, ne serait-ce qu'une lettre d'une loi. Mais en fait, c'est comment préparer ce secteur privé, d'abord qu'il existe. Il faut qu'un secteur privé qui existe, il faut justement, il va y avoir une opportunité d'utiliser la manne pétrolière si elle arrive, bien sûr, parce que c'est pas évident. Hein. Si elle arrive, elle va arriver. Si elle arrive, non, attends, les modélisations ne sont pas si optimistes que ça. Voyez-vous, le FMI déjà parle de 2 à 5% du PIB, etc. Bon, sur les bases des deux contrats qui existent, qui sont en cours de développement, je veux dire. Peut-être qu'il y aura d'autres découvertes, surtout sur le plan gazier, qui nous permettront d'être plus optimistes. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que cette manne doit être utilisée justement pour des investissements ciblés
stratégique. Je pense que c'est ce que l'État fait avec, par exemple, si on prend l'exemple du gaz, avec la transition énergétique, le gaz to power, le Sénégal aura une autonomie. Je crois que la politique qui est jusque-là claire, c'est le gaz to power. Ça, c'est excellent, c'est une bonne chose. Mais il faut faire la même chose ailleurs. Il y a la pétrochimie aussi. Vous allez au Ghana, on te dit gaz to agriculture. Oui, avec le gaz, on peut faire la pétrochimie, avec de l'engrais aussi. Oui, ou bien le pétrole, tu développes l'agriculture, tu développes l'entrepreneuriat rural, etc., etc. Donc, la pêche, l'activité de pêche qui est menacée. Qui est menacée, et donc, alors que, voilà. Les experts sont divisés sur cette question. La pêche qui est menacée, parce qu'on sait que là, en tout cas pour le projet GTA, les installations sont à 120 km et ça risque de ne pas impacter. C'est une petite zone qui, en tout cas, les experts sont nuancés. Oui, mais justement, vous dites que les experts sont nuancés, donc laissez ça aux experts environnementalistes, mais nous savons que nous avons des informations comme quoi, effectivement, il n'y a pas de risque zéro. C'est vrai, il n'y a pas de risque zéro. Et que justement, les problèmes environnementaux, c'est déjà dans le processus de production, etc. Et j'ai entendu un expert universitaire, aujourd'hui, ce matin, dire qu'en réalité, déjà, on constate que la production halieutique a diminué depuis que les travaux de développement ont commencé. Donc, il faut aller plus loin dans la recherche pour juste montrer. Surtout que malheureusement, il faut le dire, les études environnementales qui ont été faites n'ont pas respecter les règles de l'art. Ça a été précipité pour signer la décision finale d'investissement, mais en réalité, les véritables problèmes environnementaux ne sont pas réellement posés et je pense qu'il ne faut pas les minimiser. Et ce serait dramatique de se retrouver justement dans ces situations-là parce que ce sera une réaction pire au niveau populaire. Nous allons donner la parole à un expert qui va se pencher, qui s'est déjà penché sur la répartition des ressources publiques parce qu'on sait que l'État du Sénégal a formulé une proposition de répartition des ressources pétrogazières. Il s'agit déjà de la création d'un fonds souverain de stabilisation ou encore d'un fonds de stabilisation, oui, ou d'un fonds souverain intergénérationnel. Et on sait aussi que jusqu'à présent, c'est vrai, le code de l'environnement n'a pas été mis à jour. Nous allons écouter l'avis du géologue Farindao, auteur du livre L'or noir sur ces questions et revenir. meññeetal suuf si maanaam pétrole beeg gaz bi niñ ko càmbaree nii ba pare nar ko séddale ci sama xalaat lu baax la ndaxte dina ci am benn pàcc boo xam ni dañ koy jël ñu jagleel ko lépp li nga xam moo mën a fexe ba gafaga réew mi maanaam budget bi bu ñu demee ba toll ci jamono joo xam ni njëgu pétrole bi wala gaz bi dafa wàcc ci àdduna bi gafaga googu tamit dana wàcc te ngir mu bañ a wàcc ba daanu faaw ñu jël tuuti koppar gi nar a ruusee ci pétrole beeg gaz bi ñu denc ko am fuñ ko denc daanaka bu xaalis boobu demee ba ñàkk ci ndaxte pétrole bi dafa dem ba cher ñu jël fu ñu dencoon foofu ñu feccali gafaga yi nga xam te ni moom léegi dafa manqué xaalis jamono ji ñu ngi naan boo jëlee téeméer bu ne dañuy jël juróom maanaam 5% ñu denc ko ci fonds de stabilisation boobu waaye ci man mën na àgg ba mën nañ wax ne fukk ci téeméer maanaam 10%. ñaareel bi mooy fonds 6 mi nga xam ni moom mooy toppatoo investissement wu état bi dana denc ci ay bureau li ñuy woowee ab fonds intergénérationnel maanaam benn gafaga boo xam ne dañ ko jagleel ngir ñi fi ne ak ñi fi nar a ñëw ëllëg sénégalais yi fi nar a ñëw ëllëg te lu tax ñu nar a def loolu mooy que pétrole bi mu ngi ci biir suuf si mun nañ wax ni depuis téeméeri millions yi at 100 millions d'années donc yow du ñun ñi tey ñoo ko moom ñun sénégalais yi fi nekk tey sénégalais yi fi nekk ëllëg tamit am nañ ci seen wàll te ngir ñu mën see jot dañuy créer ci biir fonds 6 pàcc boo xam ne dañ fay dugal tamit xaalisu pétrole bi gaz bi ba pare nar koo dugal en tout cas man loolu laa wax ñu def ko ci sama téere bi ma bind ñu dugal ko ci mbay mi ak ci production lekk mi nga xam te ni dañuy employé ay ndaw yu bëri ndaxte ndaw yooyu ak entreprise yeeg start-up yi yëpp bu ñu juddoo si loolu ci xaalis boobu ñu soo investir ak fonds boobu dina mën a jur l'impôt te l'impôt googu bu boobaa ëllëg moom lu yàgg-yàgg mooy mën a di feesal gafaga réew mi. yaakaar naa ni foofu tardement am na fa réewum Sénégal jot na soppi charte yoo xam ni moo dem ci wàllum. Je pense qu'il est nécessaire de bien organiser la répartition et l'utilisation des revenus. Les ressources pétrolières et gazières sont par définition épuisables et volatiles.
Donc il nous faut avoir des mécanismes qui permettent, en cas de volatilité, de ne pas se retrouver dans une situation de pays comme le Tchad ou le Venezuela récemment. Et c'est en ce sens un fonds de stabilisation est, à mon avis, une bonne chose. Maintenant, de combien de pourcents des revenus sera-t-il doté? Aujourd'hui, on parle peut-être de 5%. Il faudrait peut-être même le doter d'un peu plus, peut-être 10% pour avoir un matelas de sécurité encore plus important. Comme ça, si on a des recettes budgétaires qui ne sont pas celles que l'on espérait, nous pourrons revenir à retomber sur nos pattes, entre guillemets. Il y a aussi le fait de consacrer une partie des revenus pétroliers et gaziers au fonds souverain intergénérationnel qui va permettre de transformer les revenus du pétrole qui sont volatiles et épuisables en des revenus durables. Et pour ça, moi en tout cas, je préconise l'investissement dans des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre et dans des secteurs qui promeuvent la durabilité. Je pense notamment à l'agriculture écologique, à la transformation agroalimentaire et tous ces secteurs qui peuvent employer de jeunes Sénégalais et nous permettre, à travers la naissance d'entreprises, de start-up, de générer des impôts et durablement d'amener de la richesse dans le pays. Il y a effectivement un retard dans l'adoption des textes réglementaires, notamment le Code de l'environnement, qui va encadrer les activités environnementales. Mais je pense que le mal, s'il y en a un, se situe surtout dans les moyens qui sont alloués aux services environnementaux de l'État du Sénégal qui vont devoir effectivement sur le terrain appliquer ces directives qui sont définies dans le droit. Je pense notamment à la DEC, qui est la Direction de l'environnement et des établissements classés, qui a la prérogative de vérifier notamment les pourcentages et les taux d'hydrocarbures dans les eaux de production. Parce que quand vous produisez du pétrole, vous produisez ce pétrole à partir de votre roche et c'est un mélange d'eau, de pétrole et de gaz. Et ces eaux, une fois produites, elles sont rejetées en partie en mer. Ce n'est pas une procédure interdite, elle existe dans le monde ailleurs, sauf qu'il faut savoir ce que vous rejetez. Il faut bien mesurer la toxicité de ce que vous rejetez. Et si cette toxicité, vos services étatiques n'ont pas les moyens humains et matériels de le vérifier, vous avez beau avoir le code le plus à jour et le plus efficace, malheureusement vous vous retrouverez avec des problèmes environnementaux et c'est ce qu'il faut éviter. À l'instant, Farindao, ingénieur géologue, auteur du livre L'or noir, Iliman, avant de continuer, laissez-moi m'excuser auprès des auditeurs pour la version Wolof de l'entretien avec Farindao qui a été diffusée au début de l'émission. Votre réaction après l'analyse de Fari? Oui, il fallait que je salue au passage et que je félicite parce que c'est un géologue jeune mais qui s'est beaucoup investi sur la question, fait beaucoup de recherches qui lui a permis de publier son ouvrage. Mais voilà, pour autant, il n'est pas un expert en matière de fonds parce que sur cette question-là, je pense que d'ailleurs, le président a annoncé la prochaine loi sur la répartition des revenus, dans laquelle il y a une partie effectivement budgétaire et une autre partie extra-budgétaire. Et dans cette partie extra-budgétaire, on parle de fonds souverains, on parle de fonds de stabilisation. Il y a énormément de fonds, vous savez, qui existent dans le monde. Et parce qu'aujourd'hui, il y a presque une 60aine de fonds souverains qui existent. La Norvège est l'exemple. Oui, entre autres. Hein, et il y en a en Afrique au moins 12. Une douzaine, je veux dire. Mais vous savez, c'est toujours mitigé l'évaluation de ces fonds. C'est pour cela que l'annonce que le président avait faite pour dire 30% au fonds 6, j'espère que c'est basé sur une réflexion profonde. Si ce n'est pas le cas, il faut le faire maintenant avant d'aller vers cette loi-là. Parce que les fonds ont été étudiés quand même. Hein. La littérature scientifique existe sur ça. Et on sait que même les fonds de stabilisation, surtout on en parle, ou bien auto-déclarée stabilisation, n'ont pas joué ce rôle dans plusieurs pays. Le cas de l'Azerbaïdjan est souvent donné, et du Venezuela, voyez-vous. Et donc, souvent, ces fonds de stabilisation n'ont jamais joué leur rôle et n'ont pas permis à ce que ces pays-là... Peut-être que le Sénégal sera pas l'exception de la règle, parce que beaucoup de pays aussi ont bien utilisé les fonds de stabilisation, d'autant plus qu'on sait que le pétrole est une ressource volatile. Avec l'instabilité des cours du pétrole, forcément, il faut un matelas financier au cas où le cours baisse pour que cela n'impacte pas, parce qu'on a vu le cas du Nigeria aussi. Oui, et à côté du Tchad, qui est dramatique. Donc le fonds de stabilisation, c'est pas plus mal alors. Non, c'est pas une mauvaise chose. Tu sais, la question n'est pas le fonds qu'il faut mettre en place. Mais la question c'est comment, justement, c'est comment. Parce que le Sénégal doit assumer sa singularité dans ce secteur. Parce que son contexte macroéconomique n'est pas le même que les autres. Son contexte démocratique n'est pas le même que les autres. On a une certaine donc c'est sur cette base. Oui.
Non, c'est-à-dire que c'est un secteur qu'on ne connaît pas encore assez parce qu'on n'a pas, on n'est pas expérimenté. Oui. Mais on a l'avantage de bénéficier des expériences des autres et d'avoir une meilleure connaissance de notre propre structure institutionnelle et économique. C'est sur cette base qu'il faut décider et choisir, faire un choix. Mais ce choix-là, il faut le faire en toute connaissance de cause et surtout, il ne faut pas qu'on rate ce passage important. Avant de prendre une décision, qu'on fasse une étude pour voir réellement quel sera l'impact de ce modèle-là qu'on va choisir pour notre Sénégal. Mais effectivement, il ne faut pas trop abuser des fonds extra-budgétaires parce que ça implique d'autres problèmes de gestion, de contrôle. Surtout qu'on sait que malheureusement on est mal doté. Il faut voir les rapports des comptes de IGE, de l'OFNAC pour voir qu'on a de sérieux problèmes en matière de gouvernance financière dans ce pays-là. Et donc il faut régler ces questions-là d'abord pour pouvoir aller vers des fonds. Parce que souvent l'essentiel des fonds souverains, une étude d'Energia par exemple a montré qu'en réalité il y a eu une opacité dans la gestion de ces fonds la plupart du temps. Alors donc il faut éviter ces situations-là au Sénégal parce que ce n'est pas des situations, des perspectives qui vont nous permettre véritablement de faire bénéficier au maximum de ces ressources-là aux populations. Dans l'intervention de Fary aussi, on a parlé du code de l'environnement qui tarde à être voté, mais il a parlé aussi d'un autre aspect, c'est-à-dire de doter les experts des experts en environnement à ce qu'ils soient bien outillés, bien formés, parce qu'il a expliqué la pêche, c'est un grand secteur qui emploie presque 600 000 personnes et parfois après les exploitations, il faut bien analyser les eaux, les rejets, parce que d'habitude on les rejette en mer, donc c'est bien d'avoir des laboratoires et d'outiller vraiment ces acteurs-là pour qu'ils puissent bien traiter ces résidus pour qu'on les rejette dans l'eau et que cela n'impacte pas la faune maritime. Absolument, et je pense que sur cette question-là on a beaucoup à faire parce que déjà il n'y a pas beaucoup d'instruments juridiques sur le plan international qui nous permettent d'avoir une posture contraignante et également nos codes sont un peu en retard sur les nouveaux enjeux, mais également on a problème de ressources humaines. Je salue au passage ceux qui sont au DEC de la direction de l'environnement des établissements classés qui sont en charge de ces questions-là, mais qui sont souvent limités en termes de moyens pour pouvoir même suivre les études. Voilà. Donc sur ce plan-là, il y a des investissements à faire en matière de capacité et de ressources humaines. Il faut qu'on soit balèze sur ces plans-là parce que ça, nous entrons dans un secteur quand même à fort potentiel de risque et donc il ne faut pas qu'on néglige ces questions-là. Et le risque zéro n'existe pas. Absolument pas. Et donc il faut vraiment renforcer nos capacités en matière environnementale. Bon, on a eu récemment donc à recourir à la commission néerlandaise qui je pense que même travaille avec l'État du Sénégal un peu, mais ce travail n'est pas encore ouvert à tous les acteurs pour qu'on puisse arriver vers évaluation environnementale stratégique dans ce pays-là, parce qu'il faut y arriver, c'est-à-dire c'est une forme aussi d'impliquer davantage les populations dans ce travail-là. D'impliquer les populations dans ce travail-là. Ilimane, au regard de tout ce qu'on vient de dire, quelles sont les stratégies et les leviers pour une bonne gestion et une bonne gouvernance de nos ressources pétro-gazières? Moi, je pense que l'élément le plus constant et le plus déterminant, c'est le substrat humain. C'est véritablement mettre dans cette économie et dans la gouvernance de ce secteur des gens qui sont des gens d'une probité indiscutable. Mais également, il faut un système d'intégrité. Et nous avons des bases pour ça. Je pense qu'il faut qu'on revienne au code de transparence de décembre 2012 que le président Macky Sall lui-même avait amené dans l'arsenal juridique sénégalais pour non seulement renforcer la transparence qui commence par les contrats, mais jusqu'au niveau de l'aval. Mais je pense que l'ITIE a réglé ça. Non, l'ITIE n'a pas réglé. L'ITIE joue son rôle. L'ITIE, c'est juste une porte d'entrée pour permettre de débroussailler donc tout ce qu'il y a en termes de transparence. Mais l'ITIE ne règle pas notre problème de transparence. Alors, voyez-vous, il faut des politiques beaucoup plus incisives. Moi, je trouve même d'ailleurs le code de transparence beaucoup plus incisif que l'ITIE, qui quand même progresse et intègre pas mal de choses importantes, les propriétés réelles, qui nous permet également de pouvoir lutter contre les sociétés écrans et les flux financiers illicites, entre autres. Et la question environnementale également. Même le genre. Le genre aussi, n'est-ce pas, si vous voulez. Alors, donc
tout ça c'est bien, mais il ne faut pas les utiliser. Il ne faut pas manipuler le système en disant oui, nous avons ça. Il faut être un peu plus humble et dire que nous avons encore du travail à faire. Et pour moi, le système d'intégrité et également renforcer davantage le système de gouvernance globale, donc financière surtout, tout le cadre de la gouvernance économique. Je pense qu'il faut qu'on revoie cela et effectivement surtout impliquer les populations pour avoir ce consensus important. Et l'aspect politique est fondamental sur cet aspect-là parce qu'il permet de faire face aux enjeux stratégiques, voyez-vous, où il y a des relations de pouvoir qui ne sont pas équilibrées entre nous les États et les entreprises internationales et les États qui les soutiennent. Parole de Eliman Kane, président de Leg Africa. Business Mag aussi, Eliman, c'est le tour d'horizon de l'actualité d'ici et d'ailleurs relative aux hydrocarbures. Awad Diop en fait son affaire. Démarre ce round-up par le Sénégal. La société norvégienne Uptime International a été désignée par Eiffage, Génie Civil Marine, pour fournir une solution d'accès au terminal marin du projet gazier Greite Tortue Ahmeyim au large des côtes de la Mauritanie et du Sénégal. Le contrat comprend l'ingénierie, la conception et la fourniture de solutions d'accès entre le terminal GNL et le navire flottant de production. Il consiste en la réalisation de 2 grandes passerelles à compensation de mouvement des socles et des tours d'escalier. Les travaux démarreront immédiatement et vont durer exactement 12 mois. Khadija Amoua est désormais la patronne de la filiale ghanéenne du pétrolier norvégien Aker Energy. Cette nomination est un volet essentiel de la stratégie de la société visant à renforcer sa présence dans l'industrie pétrolière du Ghana, l'une des plus prometteuses du continent. La nouvelle patronne d'Aker Ghana est avocate diplômée en droit et en sciences politiques. Elle est également titulaire d'une maîtrise en commerce international. Avant de s'engager avec Aker, elle travaillait pour le cabinet Clifford Chance en Allemagne, l'un des plus grands cabinets d'avocats au monde. Elle devient ainsi la première femme ghanéenne à diriger une compagnie pétrolière. Le FMI a annoncé que l'économie ougandaise devrait croître de 6% au cours de l'exercice 2019-2020 contre 6,3% prévu précédemment. Ceci en raison des retards dans les investissements nécessaires pour démarrer la production de pétrole. Au cours du second semestre de l'année dernière, le gouvernement ougandais et le producteur britannique Tullow Oil ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur le traitement fiscal de la cession par la firme d'une partie de ses actifs au français Total et au chinois CNOOC. Cela a contraint les parties engagées à suspendre les efforts visant à investir dans le pipeline EACOP qui va transporter le brut ougandais vers le port tanzanien de Tanga. Il s'agit d'un investissement de 3,55 milliards de dollars. Et en Chine, le coronavirus comprime l'activité économique. Cela affecte la demande pétrolière qui a diminué d'environ 3 millions de barils par jour, soit 20% de la consommation totale. C'est le plus bas niveau de la demande chinoise depuis la crise financière mondiale de 2008. D'après Bloomberg, c'est aussi la baisse la plus soudaine depuis les attentats du 11 septembre. L'effondrement de la consommation chinoise de pétrole commence à se répercuter sur le marché mondial de l'énergie. Le prix du Brent, la référence mondiale en matière de pétrole, a chuté de plus de 10% depuis le 20 janvier dernier lorsque les marchés financiers ont pris conscience de l'ampleur de la crise sanitaire en Chine. La Chine, le plus grand importateur de pétrole du monde, ainsi tout changement de consommation a un impact considérable sur le marché mondial de l'énergie. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP va tenir plutôt une réunion prévue pour mars, craignant qu'une propagation du coronavirus ne nuise à la demande de pétrole. L'annonce a été faite par Mohamed Arkab, le ministre algérien du pétrole. La réunion est prévue dans les tout prochains jours, a-t-il précisé. L'épidémie a fait des milliers de victimes et plus de 500 morts depuis que le premier cas a été signalé le 30 décembre à Wuhan, la capitale de la province chinoise du Hubei. Actuellement, les compagnies aériennes suspendent leurs vols vers la Chine, ce qui affecte la demande dans la région et par conséquent les prix. Le brut de Brent a chuté de plus de 10% ce mois-ci et les risques que cela se poursuive sont réels selon l'organisation. Et puis, l'État islamique a officiellement revendiqué l'attaque du gazoduc israélo-égyptien survenue dimanche
dimanche dans le Sinaï. Dans la presse locale, le groupe a déclaré que ses soldats ont ciblé la ligne de gaz naturel reliant les Juifs et le gouvernement apostat égyptien. Ni le gouvernement égyptien ni le gouvernement israélien n'ont encore réagi à cette annonce. Peu après l'attaque de dimanche, les autorités du secteur énergétique égyptien ont assuré qu'elles n'affecteraient pas l'acheminement du gaz israélien vers les terminaux égyptiens. Le flux de gaz de Léviathan vers l'Égypte se poursuit normalement, a-t-on lu dans un communiqué officiel qui indique que l'attaque n'a pas fait de victimes. Israël a commencé à acheminer du gaz naturel vers l'Égypte pour la première fois au début du mois de janvier, ceci dans le cadre d'un accord historique de 15 milliards de dollars sur 15 ans. Le gaz sera liquéfié pour la réexportation vers l'Europe. Awa, merci infiniment. Awa Iliman, en 30 secondes, un petit commentaire après avoir écouté le round-up des hydrocarbures. Oui, je vais peut-être juste parler du Ghana, parce que j'ai eu à visiter ce pays-là justement avec des délégations parlementaires et tout, de toutes les structures qui s'occupent du pétrole et du gaz là-bas. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut prendre de là-bas. Et surtout, je suis particulièrement séduit par la mise en place du PIAC, le Public Interest and Accountability Council, où c'est en réalité une place qu'on donne à la société civile pour contrôler justement la gestion de ces fonds, des revenus qui proviennent de ce secteur et qui font des rapports périodiques tous les 6 mois. Et ça, je pense que c'est des dispositifs assez importants dont on devrait s'inspirer justement pour suivre. Certainement, ce sera dans la future loi sur la répartition des revenus que cette commission qui gère l'intérêt public dans la gestion de ces revenus est mise en place avec des acteurs beaucoup plus indépendants. La suite de l'émission après ceci. Le quiz. On en arrive au quiz. J'ai en face de moi un ancien capitaine de génie en herbe de son lycée. Eliman, vous êtes prêt? Mais maintenant j'ai la mémoire sélective. Hein. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. On y va? Go. Première question. Un baril de pétrole contient combien de litres? Vous avez 2 secondes. Je passe. Exactement 158,9 887 294 litres. Deuxième question. Est-ce que vous êtes cinéphile? Un peu. Un peu, voilà. Qui était l'acteur principal du célèbre film de science-fiction Terminator? C'est Soskov. Comment on l'appelle encore? Le balèze là. Vous avez 2 secondes. Bon, j'ai pris le son nom. Schwarzenegger, c'est ça? Good. Voilà. Calcul mental. Un peu de table de multiplication. 9 fois 7. 9 fois 7? 56. 63. Vous n'apprenez pas vos tables de multiplication. C'est grave. C'est archi grave. Bon, on va faire 20. Bon, essayez de... Bon, vous êtes un canne quand même, je peux vous comprendre. 20 plus 8 moins 7. C'est 21. Good. Vous êtes footballeur, vous êtes football, vous êtes sport. J'ai marqué de beaux buts à l'époque, mais rarement. Je suis né le 20 mai 1952 à Yaoundé au Cameroun. Je suis un ancien footballeur. J'évoluais au poste d'avant-centre. J'ai marqué toute une génération après ma participation à la Coupe du Monde en Italie en 1990. Roger Mila. Good. Dernière question, devinette. Qu'est-ce qui a 2 aiguilles et qui ne pique pas? Qu'est-ce qui a 2 aiguilles et qui ne pique pas? Je ne vois pas. Une montre. Ah, ok. J'en ai une en plus. je l'ai regardé tellement. J'ai vraiment voulu vous tendre la main. Vous n'avez pas fait honneur au Cannes. En tout cas, merci Eliman Adiken. Merci. C'était un réel plaisir de vous recevoir dans Business Mac. Je rappelle que vous êtes le président de Lega.